cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes le lundi 26 mai 2025. C'est votre émission Le Monde en 52 minutes ce lundi. Le Congo démocratique, le Cameroun, la France, la Chine et les Philippines s'invitent à la discussion pour décrypter toutes ces actualités. Je suis avec Martial à côté, analyste géopolitique. Bonsoir Martial. Bonsoir Tatiana et bonsoir à nos téléspectateurs. Comment tu vas? Je vais très bien et prêt à me lancer. Prêt à te lancer. Alors, on se lance. Nous allons du côté du Congo démocratique. Après la levée de son immunité parlementaire, l'ancien président Joseph Kabila dénonce des décisions arbitraires. L'ancien président Joseph Kabila sort de son silence après la levée de son immunité. Ah oui, vous savez, c'est tout à fait normal que Joseph Kabila puisse réagir, puisque la levée de l'immunité, c'est un événement assez important qui, malgré qu'il soit réservé en termes de communication, qu'il puisse intervenir et dire ce qu'il a dit. Encore que depuis quelque temps, il y a un certain nombre d'actions qui se déroulent en RDC contre ses proches et qui nécessite le fait qu'il se prononce. Alors, je pense que c'est cette levée d'immunité qui le rend vulnérable désormais face à la justice qui l'a forcé forcément ou bien qui l'a forcé à définitivement se prononcer sur la question. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourra dire pour changer la situation, pour changer la donne? Non, c'est une intervention de protestation. Vous n'avez qu'à le suivre pour comprendre que il n'est pas du tout d'accord, il est mécontent et a tenu responsable le pouvoir actuel d'une certaine mauvaise gestion de la crise sécuritaire et même affronte carrément le pouvoir quand celui-ci décide de se rendre à Goma et c'est quelque chose d'assez essentiel qui Alors se justement, déroule aujourd'hui en RDC. Se rendre à Goma, ça nous amène nous tous à nous poser des questions. Est-ce que le fait de se rendre déjà confirme certaines rumeurs, comme quoi il serait éventuellement le parrain du M23? Vous savez, s'il faut confirmer, il n'y a pas encore d'éléments probants qui nous permettent d'affirmer clairement que Joseph Kabila est de mèche avec le M23 ou collabore avec le M23. Nous ne les avons pas encore. Oui, mais le seul fait de se rendre à Goma. Oui, il y a un certain nombre d'éléments. Ce n'est pas seulement le fait de se rendre à Goma qui le rend potentiellement suspect. Il y a également le fait que celui-ci entretient un certain lien avec Corneille Nangaa, qui est le leader de l'AFC. Il y a également cette déclaration vis-à-vis du mouvement du M23 et la manière dont le mouvement du M23 communique. Il est arrivé effectivement à Goma et le M23 et la AFC ont communiqué et se sont réjouis donc de sa présence, oui, de sa venue à Goma. Donc tout ceci met le pouvoir en place dans une certaine posture de pouvoir justement porter des accusations de cette nature envers le président. Quand on sait que Félix Tshisekedi refuse carrément de négocier avec le M23 et que de l'autre côté, vu les atrocités qui se déroulent, un ancien président puisse se permettre... Qui lui aussi a quand même eu à avoir affaire au M23. Justement, puisse se mêler à l'affaire. Pas
en soutenant la position officielle du gouvernement. Bien sûr, on sait que les deux ne s'entendent pas forcément, n'ont pas la même politique, mais dans le cadre de ce conflit qui emporte tant de Congolais, il est nécessaire qu'il y ait ce rôle de médiateur pourtant avec le M23, mais la position de l'ancien président ne semble pas être comprise. Oui, être comprise vis-à-vis du pouvoir en place. Alors, dans cette prise de parole, il a déclaré, je cite, « briser ce long silence parce que l'enjeu était de taille, non pas pour ma famille, mais encore moins pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise. » Alors, Joseph Kabila serait-il vraiment le sauveur de la situation qui se passe du côté de l'Est du Congo démocratique? Dire qu'il serait le sauveur, c'est difficile de l'affirmer, d'autant plus que vous l'avez dit maintenant, il a été confronté à ce mal et il faut dire que Félix Tshisekedi n'est pas responsable, n'est pas le seul responsable de ce qu'il y a comme situation aujourd'hui en RDC. Pour avoir été président pendant près de 20 ans, Joseph Kabila est tout aussi responsable de la situation en RDC. Maintenant, est-ce que son retour l'érige désormais en sauveur des populations de Goma, de la RDC même en général? Je ne pense pas vraiment, puisque la solution se trouve ailleurs et ce que moi je perçois à travers cette intervention, ce retour de Joseph Kabila, c'est le fait de profiter d'une conjoncture, d'une situation que traverse le pays pour faire bien sûr son retour sur la scène internationale et nationale, sur la scène nationale congolaise. Et puis c'est tout, nous avons des éléments qui nous permettent de l'affirmer aussi aisément. Maintenant, est-ce que ce retour s'inscrit dans une éventuelle logique de ramener la paix à Goma, de ramener la paix en RDC? Ça, on ne peut pas l'affirmer, d'autant plus que ce travail ne peut se faire sans le président en place et sans son gouvernement. Et donc, si les deux chefs d'État, l'ancien chef d'État et le nouveau, qui ont une assez grande influence sur l'ensemble du territoire, n'ont pas la possibilité de s'entendre et de savoir comment adresser de façon unique la problématique des Congolais, la question sécuritaire, alors il devient complètement inefficace. Ces actions menées par l'ancien président, cela s'inscrit désormais pleinement dans la logique d'un retour politique. Alors, une telle décision de levée d'immunité, certains ont estimé que c'est quand même un affront que Kinshasa a fait à l'endroit de l'ancien président. Justement, cela révèle la rivalité entre les hommes, entre ces deux chefs d'État, l'ancien et le nouveau. Quand vous voyez la situation en RDC et la nature des relations entre ces deux, nous nous rendons compte que cette levée d'immunité vient davantage marquer la confrontation entre les deux. Les deux chefs d'État semblent être en confrontation dans une période où la confrontation entre les deux chefs d'État ne devait pas être de mise puisqu'il y a une plus grande préoccupation sécuritaire. Et quand vous voyez les accusations, l'ensemble des accusations qui sont portées à l'endroit de Joseph Kabila, du président Joseph Kabila, si éventuellement ces faits sont confirmés, sont réels, alors on a pleinement raison objectivement de lever son immunité parce que l'on soit ancien président ou président en exercice, il est toujours nécessaire de répondre de ses actes devant la justice. Et je pense que c'est dans cette dynamique que s'inscrit cette levée d'immunité dont on a vu le nombre de voix qu'il a fallu pour le faire. Aujourd'hui, cela justifie également le fait que Joseph Kabila veuille user de son influence ou veuille revenir de façon assez stratégique au devant de la scène. Au devant de la scène. C'est un jeu de
comment il faut l'appeler, c'est un jeu de rivalité très poussé entre les deux. Je suis capable de voir jusqu'où tu vas aller et moi-même, je prends mes dispositions à cet effet. Alors justement, est-ce que le fait que dans cette sortie médiatique, il n'est pas prononcé le nom du président Félix Tshisekedi durant toutes ces interventions, est-ce que c'est révélateur? Oh, vous savez, c'est une forme de communication politique. Il est poursuivi. En tout cas, il y a un ensemble d'éléments qui nous permettent de voir qu'il est sur la sellette. Il est observé. Nous avons vu son ancien ministre des Mines et son épouse qui ont été emmenés devant la justice. Nous avons justement de l'autre côté son ancien chef de la garde rapproché qui justement également se retrouve poursuivi. Et nous avons lui-même là, ce n'est pas le moment pour lui de s'adresser frontalement au président en place. C'est une forme de stratégie, mais tout le monde est bien conscient de qui est responsable de toutes les accusations portées à l'endroit du gouvernement en place. Donc, c'est déjà clair et l'on arrive à le comprendre assez aisément. Maintenant, nous avons vu qu'il a critiqué à plusieurs reprises la gestion de la crise du président Félix Tshisekedi. Il a même fait des propositions de solutions. Mais quand vous observez ces propositions, vous vous rendez compte directement qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de pragmatique, non, de pragmatique et de concret. Parmi ces propositions, il dit qu'il faut mettre fin à la guerre. Mais comment justement faut mettre fin à la guerre? Comment est-ce qu'on met fin à la guerre? Il a demandé à ce que les libertés fondamentales soient restaurées. Il faut que l'on mette fin à la dictature en place. Donc, ce sont un ensemble de... Oui, mais ça, c'est les mots qu'on a déjà entendus dans le jargon au Congo démocratique. Hein? Justement, c'est un ensemble d'expressions qui permet d'éviter les mesures concrètes à prendre pour mettre fin à la situation en RDC. Aujourd'hui, ce dont il est question, ce n'est pas de parler de dictature, ce n'est pas de parler de restriction de liberté fondamentale, puisque dans un pays où la sécurité est suffisamment menacée, les libertés fondamentales se restreignent naturellement. Ouais. Les autorités sont censées prendre des mesures dans ce sens. Et donc, ces accusations, plutôt que de les formuler de la sorte, il serait nécessaire que les deux chefs d'État travaillent de concert. Et pour cela, il faut que l'approche de la résolution de la question soit vue de la même manière. Alors que Joseph Kabila pense plutôt qu'il faudra négocier avec le M23. Ce qu'il n'a pas fait quand il était là. Justement, ce qui nous amène à nous poser des questions. Si toute cette action ne vient pas confirmer le seul fait qu'il voudrait être présent politiquement sur la scène internationale, pourquoi aujourd'hui demander à ce que Félix Tshisekedi négocie avec le M23 alors que lui-même ne l'avait pas fait à l'époque? Donc, ce sont des questions auxquelles il faudra certainement répondre et qui remettent en cause sa crédibilité quant aux solutions proposées, aux critiques adressées à l'endroit du président Félix Tshisekedi. Là, nous allons du côté du Cameroun, présidentielle 2025, Cabral Libi, candidat officiel du PCRN. Alors, nous sommes à quelques mois de la présidentielle au pays de Samuel Eto'o et de Francis Ngannou. Cabral Libi a été officiellement investi comme candidat de son parti. Justement, tout ceci s'inscrit dans, comme vous l'avez dit, dans la préparative d'octobre 2025. L'opposition essaie de s'organiser, bien que cela ne semble pas du tout être effectif. Et le choix de ce personnage est assez important et stratégique, puisqu'on semble voir que ce personnage serait en mesure de mener la discussion pour avoir un front de l'opposition assez unique, ce qui n'est pas gagné d'avance, puisque les différences, les disparités entre les partis d'opposition sont très présentes. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois
de la présidentielle et puis on ne sent pas constater un alignement unique de l'opposition. On ne sait pas encore si cela devrait se faire, même il y a des grandes questions auxquelles il faudra répondre. Quelle serait la politique commune adoptée par ces trois oppositions? Quelles seraient les modalités de la collaboration pour que l'on puisse conquérir le pouvoir? Et toutes ces questions n'ont pas encore trouvé de réponse. Et donc, pour l'instant, face à tout ceci et l'ambiguïté qui tourne autour du fait que le président Paul Biya puisse se représenter ou pas, nous voyons que les actions sont engrangées dans le sens de la présidentielle. Mais est-ce que cela va changer quelque chose de grand, de majeur? Je reste très sceptique sur la question. Alors, vous restez sceptique, mais on a vu lors du congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, on a quand même vu des figures de proue de l'opposition camerounaise. Est-ce que l'analyste géopolitique que vous êtes, cela est révélateur? Oui, cela est révélateur parce que dans un premier temps, il faudra... C'était pas gagné d'avance, hein? Non, c'est pas gagné d'avance, mais... Dans la forme, il est nécessaire que ces partis d'opposition puissent faire passer le message d'une certaine union. Mais est-ce que dans le fond, c'est ce qu'il en est réellement? Et c'est là que se pose la question fondamentale. Si nous avons tous en commun un adversaire, il est tout à fait normal que nous puissions de face montrer notre union, notre rassemblement face à cet adversaire. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui quand nous observons ce qui s'est passé au Congrès. Et même bien avant cela, les partis d'opposition ont eu des rencontres très souvent, que ce soit à l'extérieur du pays, puisque Maurice Kamto, les autres se retrouvent à l'extérieur. Et ces échanges, les consultations entre partis politiques ont lieu constamment, entre partis politiques d'opposition, bien sûr, ont lieu constamment. Mais ce qu'on ne constate pas, c'est la réalité ou la politique. Oui, la matérialisation des discussions au niveau de l'opposition. De l'union, de ces discussions entre les chefs. On communique, on dit que nous sommes tous unis, nous faisons front, nous dénonçons la politique de Paul Biya, mais on ne propose rien de concret de façon unique en termes de politique, en termes de modalités de ralliement. Et à quelques mois de la présidentielle, je pense qu'il serait difficile de le faire si depuis que les discussions sont en train d'être menées, rien n'a été retenu de façon concrète. Donc on verra une opposition qui irait aux élections en rang dispersé et le résultat ne pourrait pas être le même. Alors justement, lorsque on regarde un peu la géopolitique camerounaise, et étant donné que nous sommes à quelques mois de cette présidentielle et on sait combien les débats dans ce pays sont très houleux, on se pose la question de savoir, vous, l'analyste géopolitique que vous êtes, quelles sont les chances de Cabral Libye, justement, à cette présidentielle, face donc à cette opposition qui, ma foi, aujourd'hui, est très fractionnée? Il était revenu en troisième position lors des dernières joutes électorales. Oui, les dernières joutes électorales. Ce qui en fait déjà a priori un acteur important parce que à un moment donné, selon le scrutin, il est pratiquement le faiseur de roi et les consultations entre celui qui pourrait venir éventuellement en deuxième position quand il s'agit de la présidentielle et même des autres scrutins, la gestion du Parlement, il est un acteur très important. Oui, mais il faut rappeler qu'au Cameroun, l'élection présidentielle, c'est en un tour, hein, c'est pas deux tours. Oui, justement. Mais aujourd'hui, quelles sont les chances de Cabral Libye de pouvoir réellement, dans le cadre d'une opposition fragmenté, de pouvoir remporter, ou quelle position celui-ci pourrait occuper éventuellement lors des élections? Il est difficile de le dire, mais ce qui est clair, c'est que ce parti ne serait pas en mesure d'engranger le nombre de voix nécessaires comme cela était déjà en 2018, parce que l'action menée aujourd'hui par les autres partis d'opposition sont assez impressionnantes et il y a un ensemble d'éléments qui nous permettent de nous dire que bien aujourd'hui ce parti, bien sûr il y a eu l'investiture, on a désigné le chef, il doit avancer, il doit concourir, mais c'est quoi le résultat final? Mais est-ce que la jeunesse de Cabral Libye peut être un atout pour cette présidentielle?
Oui, de toute façon, la jeunesse est un atout. Ça, c'est complètement, c'est indéniable, hein. La jeunesse est un atout. Mais l'objectif, c'est de qu'est-ce que l'on veut vraiment? Si c'est de conquérir le pouvoir, c'est de conquérir la présidence, actuellement, ils n'ont pas, aucun élément ne permet de l'affirmer. Mais si c'est pour gagner davantage en influence dans le but éventuel d'une... 2032? Voilà, si c'est dans ce sens, si c'est dans cette logique, alors ils sont très bien partis. Ils auront le temps de faire le travail nécessaire qu'il faudra pendant tout ce temps. Mais la question se pose toujours de savoir si ces partis d'opposition ne devraient pas désormais faire un front unique, parce que le RDPC est très bien enlisé et le système est très bien conçu de sorte que aujourd'hui, la seule chose qui pourrait effrayer et ébranler ce système, c'est le départ de Paul Biya. Et c'est l'autre préoccupation auquel devait répondre le parti de Paul Biya. C'est de commencer à trouver une personne qui pourra éventuellement assurer la succession au niveau, bien sûr, du parti, pour permettre à ce parti qui s'est maintenu pendant plusieurs années de pouvoir garder la tête haute. Et si cela n'est pas fait, ce travail n'est pas fait, et que éventuellement quelque chose arrivait, puisque nous voyons l'âge de la personne en question, si quelque chose devrait arriver, le pays va plonger dans une crise fort probablement si à l'intérieur du parti du parti de Paul Biya, des confrontations commencent pour celui qui devrait prochainement assurer la gestion et la direction du parti. Alors justement, vous faites bien de parler du RDPC. Alors, ce parti qui est fort, vous l'avez dit, ce parti aujourd'hui au niveau du Cameroun qui est comme un rouleau compresseur, les opposants estiment qu'il faille une mutualisation des forces au niveau de l'opposition. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que les opposants camerounais sont prêts à parler le même là face à ce rouleau compresseur du RDPC? Oui, et c'est là la véritable question. Ils veulent, mais sont-ils réellement prêts? Ça, c'est l'autre question. On peut vouloir quelque chose sans vraiment être en mesure de pouvoir le faire compte tenu des disparités. Et c'est la question auquel est confrontée l'opposition camerounaise aujourd'hui, surtout face à une population camerounaise qui ne semble pas être fatigué du régime en place ou du parti en place. Et ça, c'est un travail formidable qui a été fait au niveau du RDPC pour pouvoir asseoir cette influence. Et donc, si nous voyons ces éléments, nous nous rendons compte difficilement aujourd'hui, même si ce parti arrive, les partis politiques d'opposition arrivent à se réunir, ce serait déjà une victoire. Mais est-ce que cela suffit autant pour aller et confronter réellement le RDPC au Cameroun? Là, je n'en suis pas convaincu. Alors, pour finir, pour sortir de ce sujet camerounais, le 20 mai dernier, ils ont quand même fêté 53 ans de leur État unitaire. L'analyste géopolitique que vous êtes, quelle lecture vous avez fait de cet anniversaire? Il y a beaucoup de choses qui ont changé au Cameroun depuis cette union entre les deux parties du Cameroun, la partie anglophone et la partie francophone. Et cela mérite justement une célébration, hein, du Cameroun qui a suffisamment évolué durant tout ce temps. Quelle lecture il faut faire? C'est le moment de faire le bilan. Surtout quand nous nous retrouvons dans une année électorale. C'est le moment de faire le bilan, de faire le point d'où le Cameroun se situe aujourd'hui, aussi bien en termes de satisfaction des besoins des populations camerounaises et aussi en termes de stabilité politique, puisque la stabilité politique est très importante pour un pays comme le Cameroun, pour ne pas replonger dans cette guerre qui va diviser encore fort probablement le pays, parce qu'il y a encore des poches qui se retrouvent à des niveaux et qui ne sont toujours pas
satisfait de cette union, de cette réunification des deux parties du Congo. Et donc, Cameroun. Du Cameroun plutôt, merci, du Cameroun. Et donc, il faudra faire un travail politique de stabilité. Et cela passe éventuellement par l'anticipation des probables crises politiques qui peuvent arriver. Et cette anticipation des probables crises politiques commence à partir de la gestion de la chose publique par les partis politiques d'opposition et du RDPC même, qui aujourd'hui, comme on le dit, est un géant au pied d'Agile, puisque tout le parti repose sur la personne de Paul Biya. Et que se passerait-il vu l'âge de Paul Biya si celui-ci ne devait plus être là? Et ces questions-là devraient d'autant préoccuper non seulement les politiques, les hommes politiques du pays, mais la société civile, la jeunesse qui devrait commencer à mobiliser assez d'actions ou de directives en faveur de cette anticipation d'une crise probable. Et donc, si ces questions sont réglées, ces questions font l'objet de réflexions à l'occasion de cette célébration du 53e anniversaire de la réunification du Cameroun, de l'unification du Cameroun. Je pense qu'un travail majeur aurait été fait. Là, nous nous rendons du côté de la France. Conférence des Nations Unies sur le conflit israélo-palestinien, une nouvelle solution au conflit. Résolution du conflit israélo-palestinien, la diplomatie française à fond. Ah oui, ça c'est sûr. Il ne faut pas dire que ce n'est pas seulement la diplomatie française. il y a suffisamment d'actions qui sont déployées dans ce sens. Et rien qu'à observer la reprise des hostilités et tout ce que l'on semble observer très atroce dans la bande de Gaza, il est nécessaire que des rencontres de ce genre aient lieu. Mais il ne s'agit pas que de rencontres. La France aujourd'hui a ce devoir, a cette obligation de pouvoir véritablement s'imposer en tant qu'acteur majeur dans la résolution de ce conflit. Certes, aux côtés de la Russie et de l'Ukraine, ça n'a pas marché. Au niveau, bien sûr, du conflit israélo-palestinien, il faut que des actions soient engagées dans ce sens. Et la position de la France qui semble se rapprocher de quelque chose que l'on peut appeler favorable à la Palestine, l'amène désormais à beaucoup plus se prononcer sur la question. La France l'avait déjà laissé entendre, il faut reconnaître un État souverain palestinien, mais avait donné un certain nombre de conditions pour que cela puisse arriver. D'autant plus que la crise dure, c'est le moment pour la France de le faire, et cela ne saurait se faire sans les autres États du Moyen-Orient, principalement l'Arabie Saoudite, qui éventuellement, dans la résolution de ce conflit, devrait avoir sa part à jouer, tout au moins pour ce qui est de la reconstruction. Justement, parlant de cette implication française dans ce conflit israélo-palestinien, on a vu la rencontre avec l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Égypte. Alors, ma question, c'est de savoir, monsieur Martial Akouete, est-ce que ce sont des rencontres stratégiques pour le Quai d'Orsay? Pourquoi? Si ce sont des rencontres stratégiques, c'est sûr que aujourd'hui, la question a été... Le choix de ces trois principaux pays arabes, ma foi, intrigue plus d'un temps. Oui, donc, on veut comprendre. Il aurait pu choisir la Syrie, peut-être la Turquie, peut-être. Mais le fait pour la France de se focaliser sur l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Égypte. C'est tout à fait stratégique. Vous savez, la Syrie, en ce moment, ne saurait se prononcer concrètement sur cette question, parce que la Syrie même vient d'entamer un processus de refondation à l'intérieur du pays. De l'autre côté, la Turquie, qui, malgré ses efforts, se retrouve en retraite parce qu'il y a des problèmes en Turquie également, justement la gestion des crises à l'intérieur, l'arrestation du maire d'Istanbul. Donc, ce qui fait que la présence de la Turquie sur la scène internationale aujourd'hui est restreinte d'une certaine manière. Non seulement cela,
le choix de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie et de l'Égypte est très stratégique parce que la résolution du conflit israélo-palestinien ne saurait se faire absolument sans l'Arabie Saoudite, premièrement, qui est une puissance régionale dans le Moyen-Orient et qui, à coup sûr, devrait s'impliquer nécessairement dans la résolution de ce conflit. De l'autre côté, nous avons l'Égypte également qui partage une certaine frontière avec la Palestine et donc voit ses réfugiés se déverser suffisamment sur ces territoires. Donc l'Égypte a également son mot à dire dans la gestion de la crise humanitaire et de la migration observée dans ce sens. Donc il faudra voir l'Égypte et bien sûr la Jordanie qui historiquement s'est toujours investie de ce pouvoir de résoudre la question palestinienne. Donc quand vous observez ces trois États alliés à la France et la volonté de la France de reconnaître un État palestinien, on se rend compte que c'est une visite qui a été très bien préparée et le choix des acteurs dans cette visite n'a pas été fait au hasard. Oui, mais vous parlez du choix des acteurs. En quoi cette conférence sera différente des précédentes? Puisque ces mêmes acteurs ont toujours été là. On n'a pas eu de résultats. Mais aujourd'hui, quel est le plus que l'on va constater pour cette conférence? Je pense que ici, la démarche est plutôt de convaincre la France dans sa logique de reconnaître un État palestinien. Et c'est fondamentalement la mission que ces pays se sont certainement assignés, puisque la France reste très hésitante sur cette question, parce qu'elle veut avoir un certain nombre de garanties, puisque reconnaître officiellement un État palestinien pour la France, c'est des obligations juridiques automatiquement à l'endroit de cet État et des relations entre la France et Israël et même d'autres États pourraient être affectées. Donc, ce n'est pas une décision qui se prend juste sur le coup de la tête, bien que parfois on a envie, on a cette bonne volonté de prendre cela, mais il y a des intérêts stratégiques qui seront forcément menacés. Alors, c'est le moment pour l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Jordanie de donner des garanties à la France dans la résolution de ce conflit. D'autant plus que les États-Unis, dans leur position désormais vis-à-vis de l'Europe, ne sont plus cet acteur qui puisse vraiment favoriser, qui puisse vraiment donner cette garantie. Oui, mais est-ce que cet activisme français n'annonce pas déjà, dit-il aussi, des couleurs quand même, hein, des couleurs de reconnaissance quand même? Oui, il y a justement cet aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. La reconnaissance, oui, mais nous, la question qu'on se pose, la reconnaissance aujourd'hui, on en parle, un État, en fait, un Moyen-Orient avec un État palestinien et israélien. Et on est tout à fait d'accord que c'est la solution, mais il y a un certain nombre de détails qui ne sont pas encore réglés. Qui nous échappent encore. Oui, il y a un certain nombre de détails qui ne sont pas encore réglés et qui ne rendraient pas viable cette reconnaissance. Et c'est justement la raison pour laquelle la France hésite, bien sûr, parce que cette reconnaissance a des conséquences pour la diplomatie française. Mais quand on n'a pas encore réglé la question du Hamas, quand on ne sait pas encore qui va prendre concrètement le contrôle du territoire palestinien pour qu'on puisse le reconnaître en tant que en tant que le président, vu les différentes factions qui s'affrontent à l'intérieur du pays. Tant que l'on ne reconnaît pas encore la volonté d'Israël de pouvoir concrètement évoluer, parce que ça dépend également d'Israël, cette reconnaissance. Si cette reconnaissance a lieu sans que Israël ne puisse concrètement prendre part au processus, ça devient une décision, une reconnaissance dont l'effet ne se ferait pas ressentir. Alors aujourd'hui, nous sommes quand même à 148 pays qui reconnaissent l'État palestinien. Est-ce que la France serait le 149e pays? Sait-on jamais?
Oui, justement, c'est tout ce que l'on espère. Et si je dois observer la scène internationale et savoir si la France va évidemment être le 149e pays, vous savez, il y a de nombreuses consultations qui doivent être faites. Et je pense que ce sont ces consultations qui ont déjà débuté avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Jordanie. Mais on doit voir de l'autre côté des États européens, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et bien sûr de l'autre côté les États-Unis. Sans oublier la Turquie. Justement, donc toutes ces consultations devraient être menées avant que la France ne puisse concrètement prendre une position. Et le Qatar aussi. Le Qatar qui inévitablement prend du terrain diplomatiquement parlant. Diplomatiquement parlant. Et donc ce n'est qu'un début. Et si le processus aboutit concrètement, si l'on donne des garanties d'une Palestine qui serait bien contrôlée, dont on aurait la conviction que le Hamas n'est pas aujourd'hui l'acteur qui pourrait gérer le territoire et provoquer encore d'autres situations. Si l'on est rassuré du fait que Israël se sentirait en sécurité, ce qui est très peu probable, et qu'en prenant de l'autre côté le fait que la France elle-même est prête à assumer les conséquences d'une probable reconnaissance, nous disons, mais aujourd'hui, il est très difficile d'affirmer que la France pourrait facilement le faire, puisque le pays a même des difficultés à l'intérieur et à l'intérieur de l'Union européenne que la France a du mal à gérer pour l'instant. Donc c'est pas le moment propice pour pouvoir s'engager dans une logique. Mais il est toujours bien de montrer de la volonté. Et nous, ce que nous voulons aujourd'hui, ou ce que les Palestiniens veulent aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de la volonté, de prendre le risque de résoudre concrètement la situation. Et cela passe nécessairement par un cessez-le-feu, l'arrestation déjà l'arrêt des bombardements, la gestion de la situation humanitaire, parce que tout ça sont des questions auxquelles on devrait penser avant d'aller vers la question de la reconnaissance d'un État, d'un Moyen-Orient avec deux États, Israël et la Palestine. Ça, c'est un travail qui va se faire sur le long terme pour que l'on puisse constater l'effectivité. Aujourd'hui, ce ne serait qu'un soutien diplomatique apporté à la Palestine. Oui, ce soutien diplomatique, est-ce qu'il ne pourrait pas jeter du froid entre l'axe Paris et Jérusalem? Vous savez, Jérusalem est en difficulté, ou je dirais, est en difficulté avec la plupart des capitales européennes aujourd'hui, hein, et même au niveau de l'Amérique. C'est vrai que c'est pas apparent, c'est pas aussi apparent, mais vous allez voir récemment les déclarations du chancelier allemand, du Royaume-Uni, du Premier ministre Keir Starmer, qui, compte tenu des bombardements récents qui ont lieu, ont condamné plus vivement cette gestion et ont même entrepris, on n'a pas encore les actions concrètes, oui, mais on a condamné, mais on n'a pas mis fin en relation. Non, justement, ça c'est difficile à faire. Il y a eu une condamnation, mais il y a également des mesures qui semblent être préjugées, bien semblent être prises, parce que la réaction du Premier ministre Benjamin Netanyahou à cette déclaration qui se sont écoulées lors de la semaine dernière, montre certainement que le Premier ministre israélien est acculé d'une certaine manière. Ce qui voudra dire qu'il y a des leviers qui sont en train d'être actionnés, ou du moins qu'il y a suffisamment de pression au niveau de Benjamin Netanyahou. Ce qui ne le... Oui, mais monsieur Akoté, je suis d'accord avec vous. Pression, oui. Mais pourquoi ne pas suspendre momentanément les relations, par exemple, avec Israël, histoire de faire comprendre à Benjamin Netanyahou que non, là, tu as le dos au mur, tu n'as pas le choix. C'est difficile, c'est beaucoup plus difficile de le faire parce qu'il y a plein d'intérêts stratégiques, économiques en jeu et même sécuritaires, hein, parce que Israël, la relation Israël et
et la France, et bien sûr avec d'autres États européens. C'est très important en termes de renseignement. En termes de renseignement, ces États partagent beaucoup d'informations. Oui, beaucoup d'informations qui confortent même la position de l'Europe sur un certain nombre de questions sécuritaires. Et donc, il serait difficile de rompre directement. C'est ce qui a été à l'origine, on dit tout, ça fait partie encore une fois et malheureusement du principe de réalité des relations internationales. Il y a des morts qui continuent qui ne cessent pas du tout, mais compte tenu des intérêts que nous avons, des intérêts stratégiques que nous avons avec un partenaire, on ne peut se permettre de rompre les relations diplomatiques avec ce partenaire. Encore que, est-ce que la rupture des relations diplomatiques pourrait concrètement changer la situation? Et ça, c'est l'autre question auquel doivent répondre les capitales qui dénoncent, qui condamnent. Si ils se rendent compte que la rupture des relations diplomatiques n'empêche pas n'empêche pas la situation en place et que en retour, ceux-ci devraient payer les frais de cette rupture diplomatique, mais le choix est tout fait. On laisse faire, on condamne jusqu'au point où on soit en mesure définitivement de dire bien là, c'est assez, il faudrait vraiment qu'on mette les choses au clair. Alors, on parle d'une nouvelle solution dans la résolution du conflit israélo-palestinien, mais est-ce que cette résolution du conflit peut se faire sans la présence de l'Iran, sans la présence du Liban? Oui, justement, si cette partie du monde doit être en paix, on ne peut jamais résoudre la question objectivement, très objectivement, la question d'Israël et de la Palestine sans que certains acteurs majeurs soient impliqués. Hein. Bien sûr, l'Iran, le Liban, l'Arabie Saoudite et autres. Donc, et aujourd'hui, nous avons vu cette volonté manifestée quand même du président Donald Trump de revenir sur les accords sur le nucléaire avec l'Iran, bien que celui-ci a très ouvertement condamné ces accords, a été même à l'origine de la rupture de ces accords. Il se rend compte que réellement, s'il faudra avancer sur cette question de la paix au Moyen-Orient, l'Iran ne pourrait pas être exclu parce que c'est le second acteur majeur de la région du Moyen-Orient. Donc, il est complètement inimaginable de penser à une solution fiable, objectivement durable sans cet acteur. Mais aujourd'hui, est-ce que l'on est prêt à communiquer avec l'Iran pour résoudre cette difficulté? Ça, ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, ou les réponses que nous semblons avoir ne sont pas aussi claires et définitives, parce que l'Iran se retrouve aujourd'hui en position de faiblesse. Après, l'Iran ne s'est pas sorti de ce conflit-là définitivement. Donc, il est difficile aujourd'hui de voir l'Iran négocier très effectivement pour le compte de la paix dans la région, en attendant d'avoir des éléments de négociation. Et si cela n'est pas fait, tout le processus reste en pause jusqu'à ce que d'autres facteurs puissent permettre de reprendre effectivement les négociations. Alors, pour sortir de ce sujet, êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent que s'il s'avérait que la France finissait par reconnaître un État palestinien, ce serait juste par une nécessité morale? Pas nécessité morale, ça devient... c'est discutable, hein, parce que la morale a déserté le terrain il y a bien longtemps, quand... on bombardait suffisamment les Palestiniens. Il n'y avait pas de différence entre les combattants et les civils. Nous avons vu toutes les atrocités que l'ONU a condamnées à plusieurs reprises. Nous nous rendons compte que ce n'est pas le moment pour la France de se rendre compte de la question de la morale dans la gestion de ce conflit. Et pour ce qui pour l'histoire des relations internationales, la morale n'a vraiment pas sa place, hein, bien que l'on veuille le faire croire en disant qu'il faut respecter les droits de l'homme. Chaque fois quand les intérêts se retrouvent en confrontation avec certains principes
très brisé du droit international ou même de la morale, de ce qu'on peut appeler la morale. L'on sait ce qui se passe éventuellement et le cas du conflit israélo-palestinien est un exemple très palpable. L'on a vu les capitales qui ont toujours défendu les droits humains face à la situation entre la Russie et l'Ukraine, et de l'autre côté, la situation entre Israël et la Palestine. Ces États se sont retrouvés pris au piège des principes que ceux-ci ont longtemps défendus. Alors, je ne pense pas que c'est le moment, même si la France reconnaît finalement un État palestinien, ce n'est pas pour des raisons morales et il serait difficile de le croire. Alors là, nous allons du côté de la Chine et des Philippines. Les gardes-côtes chinois et un navire philippin ont une nouvelle fois eu d'accrochage. Pour une nouvelle fois, les Philippins accusent les gardes-côtes chinois. Oui, dans cette partie du monde, la mer de Chine méridionale, ces conflits ou ces petits accrochages sont très récents, sont très constants. Hein. C'est le jeu de, comment nous allons l'appeler, de provocation et de réponse dans cette zone. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un certain nombre d'îles qui se retrouvent dans cette partie et qui sont revendiquées par un certain nombre d'États, que ce soit la Chine, les Philippines, l'Indonésie. Il y a ces petites îles qui sont suffisamment revendiquées par les deux ou par les autres États qui se retrouvent dans la région, parce que il y a une ambiguïté qui tourne autour de la propriété de ces îles-là, parce que l'histoire de la zone a été marquée par suffisamment de conquêtes, et à un moment donné ou à un autre, l'île, un ensemble d'îles appartenant à la Chine à un moment donné est passé aux Philippines. Et historiquement, il y a tellement de raisons. Plus loin on remonte dans l'histoire, plus loin l'on se permet de dire que telle île m'appartient. Et telle autre. Voilà, et telle autre. Alors, mais justement, pour la première fois, on a constaté que dans cet accrochage, les gardes-côtes chinois ont employé des canons à eau. Alors, en tant qu'analyste géopolitique, dites-nous un peu pourquoi la Chine veut forcément imposer son hégémonie dans cette partie de mer méridionale. Mais c'est un passage très stratégique quand il s'agit de se rendre vers le sud de la Chine, et un passage très important en termes de commerce international. Et le projet de Xi Jinping, les routes de la soie, nécessite qu'il ait le contrôle tout au moins d'un ensemble de passages stratégiques. Et si la Chine se retrouve en difficulté, ne se retrouve pas en mesure d'avoir le contrôle ou d'avoir un contrôle partagé de certaines des îles, alors le projet est menacé. Le transport des marchandises, de l'électricité, même des hydrocarbures, tout cela devient suffisamment dangereux pour la Chine. Donc, c'est pourquoi vous allez voir la Chine très impliquée dans un certain nombre de ce que les gens vont appeler de petits conflits, de petits accrochages dans cette zone, tantôt avec le Vietnam, tantôt avec le Japon, tantôt avec l'Indonésie. Exactement, c'est ce qu'on appelle la géopolitique des archipels, des îles. Et cela, aujourd'hui, la Chine a un intérêt très probant pour la gestion de ces îles-là, pour le contrôle de ces îles-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre définitivement la question? C'est le droit international. Alors que le droit international en lui-même traverse une crise très profonde actuellement. Il y a le traité de Montego Bay sur le droit de la mer, qui est censé résoudre un certain nombre de problèmes, un certain nombre de différents relatifs à cette partie du monde, de l'océan, mais qui est constamment violé, qui n'est pas respecté. Et donc, puisque le droit qui est censé réglementer la situation définitivement n'arrive pas à le faire, on s'en remet aux relations internationales. Plus la Chine a la possibilité de contrôler le territoire, alors il l'a sous son contrôle. Si les Philippines ont la possibilité d'aller à un certain niveau pour le contrôle de
de ces archipels, de ces îles, alors on va se retrouver dans ce jeu entre les deux acteurs qui revendiquent de part et d'autre les îles. Donc là, on s'en remet pleinement aux relations internationales. On s'en remet aux relations internationales, mais vous, l'analyste géopolitique que vous êtes, le citoyen du monde que vous êtes, selon vous, la Chine décide de s'emparer de certains de ces îlots juste par esprit revanchard ou bien esprit de guerre, ou alors juste dire que cette partie du monde, c'est moi qui devrais être le maître à jouer? Non, est-ce que par esprit revanchard, je ne pense pas. Est-ce que la Chine entreprend une certaine attitude belliqueuse à l'endroit de ces acteurs? Non, je ne pense pas non plus. Mais ce qui amène la Chine certainement le fait en dehors de ses intérêts économiques, il y a également la portée historique. Puisque vous savez, il y a eu certaines de ces îles qui ont été conquis par Mao Zedong à un moment donné par Chiang Kai-shek. Et donc, pour la mémoire de ces figures emblématiques de la Chine qui défend pleinement ses valeurs, ces héros que représentent ces hommes. Il les défend juste du côté de la Philippine et de l'Indonésie. Pourquoi il ne va pas les défendre du côté du Japon? Non, de l'autre côté du Japon, ça se défend, mais autrement que dans les îles. Et donc, c'est justement ce qui peut être évoqué encore comme l'autre raison qui amène la Chine à avoir ces accrochages avec ces autres États de la région. Soyons bien conscients, et je pense que les autres États aussi sont conscients de cette emprise de la Chine sur ces différents îlots. Seulement que l'intérêt géostratégique lié à certaines de ces îles revêt une importance de suivi pour certains de ces États-là. Les Philippines, par exemple. Il y a, son nom m'échappe, il y a une île que je voudrais évoquer, mais là, le nom m'échappe, qui constitue un élément important en termes de pétrole, qui constitue une importante réserve de gaz naturel. Voilà, de gaz naturel et de pétrole, et qui est indispensable, très importante pour les Philippines, mais qui se retrouve être dans une zone discutée avec la Chine, bien que le droit international estime que cette partie appartient aux Philippines. Non, pas aux Philippines, mais est internationalement reconnue comme libre, quoi, une zone libre où l'on pourrait, il n'y a pas de titre de propriété qu'un État pourrait détenir sur cette île. Et puis quand il y a ce genre d'ambiguïté au niveau du droit, ça donne libre cours à chacun des acteurs qui se retrouvent impliqués dans la rivalité de peser de son poids. Là, il faudra trouver encore une solution pour régler définitivement, et cette solution passant nécessairement par des accords entre ces États pour être efficace et efficient. Sinon, si cela doit passer par le droit international, nous avons bien peur que des rivalités l'emportent et que des conflits entre ces deux États ne cessent d'être nourris autour de ces intérêts que représentent les îles. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, le dernier numéro de ce mois de mai, où j'ai reçu Martial Akwete, analyste géopolitique. Merci. Merci. Nous sommes allés au Congo démocratique, une escale du côté du Cameroun pour parler de la présidentielle 2025 et de l'investiture de Kabra Libi en tant que candidat officiel du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Du côté de la France, une conférence des Nations Unies sur le conflit israélo-palestinien, et nous avons terminé par la Chine et les Philippines. Toute l'équipe vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le lundi prochain pour décrypter d'autres actualités. Ça se passe tous les lundis après-midi sur ESAE Télévision, la meilleure des web télé.